Good morning. Bonjour, bienvenue à tous et à toutes à cet événement. Je suis Josunela Ragnaga, vice-présidente, et je vais faire la modération de cet événement avec mes collègues. Mais tout d'abord, voudrions transmettre de Feed Blues notre regret du décès du président de la sous-commission 4, Fabio Jacin. Et je voudrais remercier aussi la vice-délégation du gouvernement de Pontevedra de nous avoir permis de tenir cet événement dans ces installations. Le programme poursuit à faire connaître toutes les stratégies du FieldBlue. Sustenhook est un outil fondamental pour la visibilisation de notre projet. Au nom des membres de FieldBlues, je vous remercie de votre participation. Tout d'abord, je voudrais vous parler de choses logistiques. Il y aura interprétation en anglais, en français. Vous avez tous reçu de l'information de comment se connecter pour accéder et choisir la langue. À la fin des présentations, le dernier bloc, il y aura un bloc de débat où vous pourrez faire des commentaires et poser des questions. Vous pourrez aussi faire des questions par chat. L'événement sera enregistré puis distribué aux personnes qui participent. Je voudrais donner la parole maintenant à Monsieur Antonio Lescano, vice-directeur général des accords de pêche du secrétariat général du ministère de la Pêche et de l'Alimentation, qui va faire l'inauguration officielle, et nous voulons remercier de son soutien pour la tenue de ce projet. Merci beaucoup, Antonio. Vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup à FeedBlues et à tout le secteur de palangre de surface de m'avoir invité à ce webinaire, à la présentation de ce webinaire. Et merci aussi de votre initiative d'incorporer cet événement au contexte du panel 4 ICAT. Nous pensons qu'il est très important de donner de la visibilité à ce secteur, à cette filière en ce moment, parce que cette filière a fait de grandes choses vis-à-vis de la gestion des pêcheries, des lieux de pêche, de palangre, de surface. Ce webinaire doit être mis dans le contexte de la commission 4 dans une réunion où seront débattues des mesures importantes pour la gestion de l'un des stocks que cette flotte capture de manière accidentale, telle que par exemple le requin bleu. Ce secteur a été exemplaire vis-à-vis de ce projet d'amélioration avec le Feed Blues pour offrir des informations concernant les pêcheries dont elles dépendent, de l'information concernant les données scientifiques sur lesquelles est basée la gestion de ces pêcheries, puis ensuite comme exemple d'amélioration vers une pêche durable. De nos jours, la plupart des stocks exploités chez ICAT par la flotte de palangres de surface européenne et plus concrètement la flotte palangrière de surface espagnole et galicienne sont en bonne situation d'exploitation, comme c'est le cas, par exemple, de l'espadon ou du requin bleu, qui sont les espèces plus importantes. Et dans ces derniers temps, ICAT a fait un grand effort pour la régulation de ces pêcheries, de sorte qu'aujourd'hui, nous avons un cadre, nous avons des plans de gestion qui nous permettent d'affirmer que cette flotte travaille de manière durable et de manière exemplaire. Pour le cas du requin bleu, qui est l'objet de la séance de ce panel 4, il y avait une mesure ICAT qui, malheureusement, à cause
des problèmes de l'année dernière, nous n'avons pas pu améliorer ni poursuivre. Et le secteur de palangre de surface est en train de mettre en place, car l'Espagne l'a fait ainsi à travers le ministère général de pêche, de mettre en place une gestion qui consiste à retenir maximum 2 exemplaires pêchés par bateau et par marin. Donc l'Espagne est en train de se auto-limiter au-delà des mesures déjà d'atténuation de l'Union européenne, car notre objectif est de poursuivre, de continuer à récolter des informations à propos de cela, parce que si on ne le faisait pas, le secteur, bien sûr, ne le ferait pas. Tout cela est important vis-à-vis des évaluations futures, car la flotte de palangres de surface espagnole et portugaise est la seule à pouvoir le faire. Et dans ce sens-là, je voulais aussi souligner que les partenaires de FeedBlues, la flotte de palangres de l'Atlantique et d'autres océans, a un programme d'observateurs qui est très important au niveau mondial. C'est un programme qui a une énorme quantité de données cumulées dans ces 4 dernières années, d'une quantité très significative, qui va nous permettre de fournir des données, des détails que très peu de pêcheries ne peuvent le faire de nos jours. Nous avons un enjeu au niveau du secrétariat général de la pêche qui consiste à exploiter ces données, mais le secteur, avec cette collaboration d'observateurs physiques à bord des bateaux, ainsi qu'avec le suivi et l'innovation, la mise en place volontaire d'observateurs électroniques, nous a fourni une élection de responsabilité, une lection de responsabilité et de mise en place de données scientifiques que nous devons maintenant exploiter à partir des administrations de la manière dont elles méritent afin qu'elles soient utiles pour les évaluations et pour les rapports scientifiques nous servant à devenir une base pour les mesures d'exploitation de l'ICAT. Depuis l'administration, nous pensons que grâce à ce webinaire, à cet événement, nous pourrons fournir des informations qui ne sont pas connues par beaucoup d'autres personnes à propos de ce que le secteur de palangrier de surface fait. Et depuis l'administration, nous comprenons que c'est un modèle à suivre par d'autres parties. Ceci dit, je vais donner donc la parole aux conférenciers qui ont des choses sans doute très, très intéressantes à nous raconter. Comme je l'ai dit, le secrétariat général de la pêche collabore à travers une convention avec les agents FeedBlues et nous allons approfondir dans cette relation que nous avons qui est très enrichissante pour l'instant. Merci beaucoup. Merci Antonio de votre présentation. Vous avez concrétisé beaucoup d'informations. Merci beaucoup de le soutien que vous nous offrez depuis le secrétariat général de la pêche à cette initiative si importante pour le palangre de surface, d'espadons et de requins bleus. Maintenant, nous allons voir une petite vidéo sur FeedBlues pour que vous puissiez avoir les détails de FeedBlues. FeedBlues est un projet de collaboration entre 4 organisations de producteurs et 14 entreprises de la chaîne de fourniture pour améliorer la durabilité des pêcheries d'espadons et de requins bleus capturés à la palangre de surface à l'océan Atlantique, Pacifique et Indien. Elle regroupe 124 navires de palangre à la surface et elle suppose 10% de la flotte européenne, 29 000 tonnes de capture, ce qui nous fait avoir une création de 1200 postes de travail directs sur les navires.
FeedBlues veut améliorer la durabilité des différentes pêcheries et propose une continuité à cette activité si importante économique et sociale en Galice, en Espagne et dans l'Union européenne. Les objectifs sont donc faire que la pêcherie soit reconnue avec des standards de durabilité, garantir l'accès à tous les marchés en montrant notre engagement avec la communauté scientifique, garantir une pêcherie à la palangre de surface durable, responsable et reconnue de façon internationale. Chercher aussi de nouveaux associés aux stakeholders publics et privés pour atteindre que cette pêcherie soit une pêcherie de référence. Chez FeedBlues utilise différents outils et différentes méthodologies basées sur le standard MSC et pour pouvoir mesurer la pêcherie et les progrès dans le temps. Grâce à ces standards, nous mesurons différentes choses, la durabilité des stocks la réduction de l'impact de l'activité dans l'écosystème et la gestion effective des lieux de pêche. Les actions concrètes sont augmenter et améliorer la fourniture de données aux scientifiques et aux responsables, collaborer pour établir des plans potentiels de récupération, réviser et reporter toutes les données des captures, permettre une formation et réduire la mortalité des tortues, augmenter la couverture des observateurs et réaliser des projets pilotes de réduction. Tout cela dans la durabilité à niveau mondial. Bien, permettez-moi de vous présenter un peu FeedBlues de façon brève. Ce projet, nous voulons vous transmettre que FeedBlues a un plan d'action, ce qu'on fait, ce qu'on étudie et pourquoi ce développement est si important. Fisheries Improvement Project, qu'est-ce que c'est FeedBlues? C'est un projet d'amélioration de pêche pour les pêcheries d'espadons et de requins bleus. Nous participons 4 OPP plus 13 entreprises de la chaîne de transformation, de procédures et de commercialisation. Et comme on a vu dans la vidéo, nous avons des différents standards MSC avec différents outils et une suivi par le Fishery Progress. Nous nous engageons pour faire face aux défis de l'environnement et de la société. Qu'est-ce que c'est? C'est un accord de collaboration à long terme entre les différents agents qui font partie de la chaîne de fourniture des produits de la pêche pour faire face aux défis environnementaux de la pêcherie et pour travailler ensemble vers la durabilité. C'est pour cela que nous participons de la mer jusqu'à la table, c'est-à-dire les différentes actions que nous réalisons sont des actions qui sont planifiées. C'est pour ça qu'il y a une collaboration, une planification et nous avons aussi un investissement, une mise en place des progrès et aussi une monitorisation de tout cela. Et alors, qui est-ce qu'on est? On est les différents organisateurs, NAPA, Promar et 007 Lugo, qui correspondent à 90% des espèces pêchées dans l'Union européenne, qui sont pêchées dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien, et il y a aussi 114 entreprises de commercialisation, distribution et transformation. Aneting est l'association d'entreprises spécialisées et nous sommes créés comme une association
pour avoir des objectifs qui sont la collaboration et pour transférer aussi à l'opinion publique la durabilité des industries. Nous montrons une image collective et nous mettons en place des mesures pour améliorer la durabilité. Notre engagement de collaboration touche plusieurs niveaux, des actions avec les administrations publiques et les organisations environnementales. Et c'est pour cela qu'on collabore avec différentes institutions. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a créé FibBlues? Parce que chaque fois de plus, le consommateur demande des produits de pêche et aquaculture qui soient chaque fois plus durables. C'est pour cela que la distribution a élaboré des critères de durabilité pour l'achat de produits de la pêche et aquaculture. Et il y a eu un programme concernant les produits de la pêche durable à différentes entreprises et le pourcentage était vraiment très important. C'est pour ça parce que le consommateur veut acheter des produits pêchés avec des engins durables et en faisant attention à la durabilité de tout le secteur. Par exemple, des entreprises comme Mercadona, Carrefour, Auchan, etc. Permettent et montrent la durabilité des produits qu'ils vendent. Par exemple, à Tesco, par exemple, ils indiquent ce qu'ils peuvent vendre, mais aussi ce qu'ils ne veulent pas vendre, c'est-à-dire des ressources, des poissons, des produits qui ne respectent pas tout cela. C'est pour ça qu'il y a des espèces qui sont de choix, de bons choix, disons, et d'autres espèces qui ne sont pas de bons choix. Et c'est la liste rouge, par exemple, sur laquelle on peut voir aussi les meilleurs choix à gauche et à droite, les autres. Surtout en prenant en compte avec le palangre à surface et de grands efforts pour la conservation des pêcheries. C'est pour ça qu'en 2014, on a fait le premier test concernant tout cela. Et à partir de là, on participe Atlantique Sud et aussi le Pacifique. À partir de là, on avait une évaluation, on avait une grande quantité de données qui nous donnait et on avait besoin d'un processus de certification. Et ensuite, on a vu que la flotte devait améliorer et c'est pour ça qu'en 2018, on a réalisé une formalisation de l'accord cadre pour la mise en marche de FibBlues. Et en 2019, on a réalisé un plan d'action et de début d'exécution de ce plan. FibBlues représente donc un effort d'engagement tout au long des facteurs de la chaîne de valeur pour faire face à l'environnement et aux engagements sociaux de la pêcherie. Nos objectifs sont donc réaliser mener la pêcherie aux standards de durabilité plus importants, garantir les mesures des captures et faire la différence par rapport à des tiers. Dans ce cas-là, nous pouvons dire que pour ces supermarchés, il faut ouvrir la porte aux requins bleus et l'espadon parce que ce sont des produits qui sont pêchés de façon durable. Nous cherchons aussi à améliorer les connaissances scientifiques et aussi chercher de nouveaux associés, de stakeholders, publics et privés. Et on utilise des méthodologies comme MSC concernant le niveau d'engagement de la pêcherie et de progrès du temps par rapport aux différents indicateurs, la durabilité des stocks, la minimisation de l'impact de l'activité sur l'écosystème et aussi la gestion effective des lieux de pêche ou des pêcheries. Fishery Progress est responsable aussi du suivi et du contrôle du FIP
tout au long de sa période d'exécution, en approuvant un plan d'action, développement des différentes tâches et en validant tout cela avec la certification et l'accréditation. C'est pour ça que FitBlues, le plan d'action, est notre espèce cible et l'espadon et le requin bleu. La méthode de capture est palangre à la surface et la flotte, c'est toute la flotte de la communauté européenne. Les stocks de l'Atlantique Nord et Sud. Nous avons donc une stratégie de différentes actions. La stratégie de capture et de gestion, l'interaction avec ICAT et des communautés, d'autres agents clés scientifiques. Le deuxième point d'action est de toucher et d'avoir toutes les données possibles concernant ces espèces, surtout en ce qui concerne le requin bleu et l'espadon, concernant la pêcherie et prendre des décisions par rapport à toutes ces données. Et aussi, augmenter la couverture d'observation et définir les différentes données des données. Et aussi le développement de tous ces points. Sustain Hook. Qu'est-ce que c'est Sustain Hook? C'est un programme de communication de travail réalisé en matière de durabilité de pêche, réalisé par différentes entreprises et différentes parties de FitBlues et sous l'objectif de donner à toutes les parties intéressées les travaux réalisés et planifiés pour l'avenir grâce à ce projet d'amélioration de pêche de l'espadon et du requin bleu. Et avec cela, je finis ma présentation. Et maintenant, nous allons passer à un deuxième bloc et nous allons voir une nouvelle vidéo qui chaque membre va parler en qualité de promoteur, va donner des informations concernant les différents cycles. S'il vous plaît, la vidéo. De producteurs intégrés dans le projet FitBlues. Travaillons depuis longtemps dans des mesures qui améliorent la gestion des pêcheries et où nous faisons notre activité habituelle d'un point de vue environnemental, économique et social. Depuis toujours inquiets pour mettre en place notre activité de la manière la plus durable. En 2018, avec le secteur de commercialisation regroupé dans une association, Addicting, nous avons décidé de donner un pas en avant et de faire des efforts conjoints pour parvenir aux standards de durabilité optimale marqués au niveau international à travers la mise en place de ce projet FitBlues d'amélioration de la pêche en suivant des standards reconnus internationaux de certification de label. Ce projet FitBlues a compilé toutes les mesures développées jusqu'à présent par le secteur, ainsi que l'incorporation et l'élan de nouvelles initiatives. Nous maintenons une relation constante et du contact constant avec les chercheurs et avec les instituts de recherche scientifique qui sont indispensables à notre avis, ainsi qu'avec des chercheurs très reconnus au niveau international, avec qui nous avons une relation très directe et grâce auxquels nous cherchons à renforcer la méthodologie de la structure des évaluations des espèces qui nous concernent. Et avec l'Institut espagnol de scénographie et les scientifiques de l'équipe de grands migrateurs, nous avons une relation permanente et constante qui est importante pour avoir ce feedback dont le secteur a besoin. Vis-à-vis des relations avec les administrations, ces relations sont importantes depuis toujours, mais le FitBlues les a encore renforcées davantage. Avec l'administration de la pêche espagnole, nous avons signé un accord cadre de collaboration. Nous avons un autre accord aussi signé avec le gouvernement régional de la Galice. Puis, nous travaillons de manière intensive dans le renforcement de la relation avec Digimar et ICAT.
Et vis-à-vis de différentes organisations non gouvernementales, nous travaillons de manière très intensive avec des ONG telles que SCP, Suvmon, Kelonia, CO, BirdLife, UCN et autres. Et dans certaines des propositions aussi, ces ONG collaborent de manière intensive. Eh bien, nous avons amélioré l'approvisionnement de données scientifiques à l'administration grâce à la mise en place d'un système d'observateurs à bord des navires avec un système homogène entre toutes les organisations qui partageons le FIP. Et cette qualité de l'information que nous avons fournie est la conséquence de l'élargissement de la couverture d'observateurs physiques à bord des bateaux de pêche. Deuxièmement, nous avons aussi mis en place un système d'observation électronique qui a été testé, qui a été vérifié, qui nous a aussi permis d'élargir la couverture de l'observation dans les différents océans de travail de la flotte et plus concrètement dans toute l'Atlantique Nord et Sud. Et finalement, nous avons travaillé directement avec notre administration de pêche afin de trouver des alternatives au modèle de gestion de pêche qui est actuellement en vigueur, en proposant d'autres options telles que par exemple les arrêts spatiaux temporaires avec un modèle de gestion efficace afin de parvenir à la durabilité de la pêcherie qui est le but de ce Feed Blues. Grâce à tout ce que nous avons fait, la formation des équipages, des ateliers avec des capitaines, surtout cherchant à améliorer la prise de données à travers, par exemple, des données électroniques et des données aussi volontaires afin d'avoir une meilleure compilation de données. Et puis aussi fournir une meilleure amélioration aux membres de l'équipage. D'une part, la formation des membres des équipages dans la gestion, par exemple, dans le cas d'accidents de capture maritime, on a fait aussi des ateliers, par exemple, en matière de tortues. On leur a expliqué la différence entre des tortues et d'autres et la différence afin de réduire la mortalité, afin de comment éliminer, comment leur enlever les hameçons. Par exemple, on a formé les membres de l'équipage dans ce sens-là pour réduire la mortalité des tortues marines. Ceci nous a permis aussi de mettre en place des projets pour développer des outils, des dispositifs pour faire le hissage des exemplaires et aider les équipages à éliminer les hameçons. Certains exemples de projets mis en place pour l'atténuation des TP ont été le dispositif SCADIA, par exemple, le projet Spantades, qui est la standardisation des lignes. On a fait des projets pilotes aussi et les conclusions, c'est que pour les membres d'équipage, il est plus difficile d'éliminer les hameçons, par exemple, avec les tortues marines. Et on a mis en place des preuves, des tests avec des dispositifs acoustiques pour faire éloigner les cétacés et certains exemplaires marins. Bien, j'espère que cette vidéo aura été intéressante. Moi, j'aime bien cette vidéo personnellement. Et maintenant, on va voir certaines mesures d'action. Je veux tout d'abord donner la parole à Juan Martín, gérant d'Oproma, Organisation des producteurs de la mer de la Ria de Marine. Il va nous parler du programme d'observation physique et observation électronique. Juan, vous avez la parole. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Et en effet, au sein des actions menées dans FeedBlues pour l'amélioration de la prise de données de la pêcherie,
ainsi que l'élargissement de la couverture d'observation, se trouve le programme d'observation physique et d'observation électronique. Tout d'abord, le programme d'observation physique en palangre de surface, comme il a déjà été dit le long de ces interventions de ce matin, depuis 2017, on a mis en place un programme d'observation assez fort et standardisé pour toute la flotte FIBLUS en coordination avec le secrétariat général de la pêche. On a commencé au début avec des observations physiques à travers le contrat, l'embauche de personnel spécialisé dans tous les cas des entreprises qui avaient leur certificat vis-à-vis des différentes organisations générales de la pêche. Et depuis 2018, la flotte a commencé à incorporer des observateurs électroniques à bord pour compléter tout ce travail des observateurs physiques. Ici, vous pouvez voir, par exemple, une image qui a été tirée de l'observation électronique mise en place à bord d'un bateau de pêche. Le programme d'observation de palangre de surface, en collaboration avec le secrétariat de la pêche, a été fait avec une grande couverture des pêcheries là où la flotte a son activité. Et vous pouvez voir sur ce tableau les jours d'observation correspondant à chacune des organisations qui font partie du FIBLUS le long des années 18, 19 et 20 en fonction des exigences fixées dans les différentes organisations générales de la pêche. Vous pouvez aussi observer que bien que l'année 2020 et 2021, des années en pandémie avec de grandes difficultés pour mettre à bord des observateurs, car celle-ci est une pandémie qui a permis de faire bouger des marchandises, mais qui a posé énormément de difficultés pour les différents équipages et les observateurs. Il y a eu cependant une tendance croissante depuis 2018 au moment où le système a été mis en place. Et donc, le long de ces 3 années, nous voyons quelle a été l'évolution. Le but a été d'élargir le degré d'observation. Nous croyons que la planification prévue a été conforme au projet de ces différentes années et cela va de même pour 2021. C'est pourquoi nous croyons que ce programme d'observation, j'insiste une fois de plus, un programme très fort et qui a été mis en place par toute la flotte, va nous fournir de très bonnes informations pour que les gérants des différentes pêcheries puissent ensuite prendre les meilleures décisions vis-à-vis de la durabilité et de l'amélioration de la pêcherie. Merci. Je sais que cette année a été compliquée pour les observateurs et les équipages pendant ces 2 années. Il y a eu un grand effort de la part de toutes les personnes qui ont travaillé comme observateurs, c'est vrai. Et maintenant, j'aimerais passer la parole à Juana Parada, gérante d'Orpago, et qui va nous parler des incidences concernant les tortues. Juana, s'il vous plaît, merci. Bien, merci beaucoup. Moi, je vais vous parler un peu des initiatives, surtout en ce qui concerne la minimisation, l'atténuation de capture incidentelle des tortues, surtout dans certaines époques de l'année et un peu cette partie de notre travail est arrivée à partir de ce programme d'observateurs qui nous a montré beaucoup de choses à toutes les personnes qui faisons des gestions
pour aider à former les équipages, tous les membres des équipages, en ce qui concerne la manipulation et que faire face à une situation comme celle. C'est pour ça qu'on on a conçu un dispositif, un plan de formation avec des ateliers et surtout avec les capitaines et aussi parce que c'est l'interlocuteur direct avec le reste de l'équipage. Ensuite, nous avons montré aussi des dispositifs d'aide pour la manipulation et c'est pour essayer de réduire la mortalité de toutes ces actions et des tortues. Et aussi, je vais vous parler aussi des projets pilotes qu'on a réalisés et des conclusions. En ce qui concerne la formation aux équipages, aux membres des équipages et des ateliers d'atténuation qu'on a réalisés, nous avons eu la collaboration, compté sur la collaboration de euh, cette participante qui était une vétérinaire très importante concernant tout cela en ce qui concerne l'anatomie interne. Et surtout, elle nous a dit comment on devait, qu'est-ce qu'on devait faire pour essayer d'éliminer ou de retirer l'hameçon ou pas. Et cela dépendait de la façon ou de l'endroit où il était accroché. C'est pour ça que ça dépendait un peu où était accroché l'hameçon. Et c'est très important de savoir comment le retirer ou pas et faire attention au travail des différents membres de l'équipage pour essayer de réduire cette mortalité des exemplaires, des tortues. À partir de là, à partir de ces ateliers, on a parlé avec différents biologistes qui avaient un contact direct. Il y avait des biologistes sur Terre qui faisaient des suivis, mais aussi il y avait des biologistes à bord. Et c'est pour ça que c'est une relation qui est fluide avec les associations de pêcheurs, avec les différentes entités et ils nous ont conseillé comment est-ce qu'on pouvait améliorer, comment est-ce qu'on pouvait former mieux les équipages. Et on a essayé en ce qui concerne le levage de la tortue, parce qu'une fois que la tortue s'est accrochée, ou l'hameçon est accroché à la tortue, comment est-ce qu'on doit faire le levage de tortues, comme dans le cas d'une grande tortue, par exemple à la Galapag. On s'est rendu compte qu'il fallait faire attention à cette manœuvre de levage. Et c'est pour ça qu'on a conçu des dispositifs, un plus grand et l'autre plus petit. Ça dépendait de la taille de la tortue pour aider les pêcheurs à lever la tortue et ne pas faire plus de mal à la tortue en essayant de la libérer. Et là, nous avons aussi une espèce de perche de libération pour les cas où ce n'est pas indiqué, il n'est pas indiqué de lever la tortue vers le pont et essayer de enlever le hameçon grâce à cette perche. Et nous avons aussi réalisé des projets pilotes d'atténuation avec ces hameçons circulaires. Et on a fait plusieurs marées avec ce genre d'hameçon. Et les conclusions sont documentées aussi avec des biologistes qui étaient à bord. Et c'était que on ne réduisait pas l'incidence avec des tortues marines. L'incidence était presque la même, mais en plus que c'était la partie plus difficile parce que la partie d'élimination ou de désaccrochage de l'hameçon de la part des membres de l'équipage était plus compliquée. Rien de plus. Merci beaucoup. Bien, c'était vraiment très intéressant. C'est clair que quand les marins vont en mer et sont formés, ont eu la formation pour pouvoir aider, c'est vraiment fantastique. Maintenant, j'aimerais passer la parole à Edelmiro Ulloa, directeur général d'OPNAPA, de Palangre Hauturière, qui va nous parler des captures incidentelles en concernant les oiseaux. Merci beaucoup. Je vais voir si j'ai la présentation par là.
Et lorsqu'on parle d'initiatives d'atténuation, de capture incidentale ou d'incidence d'oiseaux, nous voulons parler de quelque chose de très important, d'un pilier qui est une base. Parce que la flotte à la palangre surface n'a pas une grande interaction avec les oiseaux maritimes. C'est quelque chose qui est venu ou qui figure sur les différents rapports, les différents comptes rendus des différentes institutions il y a quelques années. C'est pour ça que le niveau d'interaction était de 4 par 100 000 hameçons, qui est vraiment un niveau très bas, très réduit. En ce qui concerne la Wester, entre 2005, c'était un niveau de 1,3 sur 100 000 hameçons. Et pour la zone overlapper au Pacifique, c'était 3,1 pour 1,3 million hameçons. Et sur un autre compte rendu, ils étaient nuls, disons, les résultats. Mais il y a toujours la possibilité d'avoir une interaction entre la pêche et ces oiseaux, même si ces niveaux sont très bas. Et en ce qui concerne l'interaction d'oiseaux et l'amélioration, c'est ça, c'est quelque chose qu'on a réalisé. Je vais voir si je peux changer la diapositive. Ah bon, c'est bon. Bien, les améliorations, alors dans notre cas, on les a basées sur 3 piliers. La formation des membres d'équipage avec des ateliers d'atténuation spécifiques qu'on va expliquer après pour voir ce qu'on a fait. Le développement de dispositifs d'atténuation avec, par exemple, le projet Espantaves et aussi des projets pilotes avec des dispositifs d'atténuation comme le projet Piloto Scadia. Tous ces projets représentent cet engagement envers la durabilité des 4 organisations de producteurs qui font partie de FIBLUES, mais aussi de la part des armateurs, des pêcheurs, des membres des équipages. Et c'est quelque chose qui est vraiment la base. En ce qui concerne la formation aux membres d'équipage, avec ces ateliers, ces cours de formation, ce qu'on expliquait, c'était les différents problèmes en ce qui concerne la manipulation, s'il y a comment est-ce qu'on peut faire avec pour traiter l'oiseau, pour essayer de le libérer, et qu'est-ce qu'on devait faire avec? On devait peut-être couvrir cet oiseau avec quelque chose, voir comment la récupérer et ensuite la laisser libre. Et aussi, en ce qui concerne l'atténuation, c'est la pêche nocturne, et, le rejet des déchets de l'engin de pêche. Et en ce qui concerne la palangre de fond, qui n'est pas le cas qui nous touche, mais c'était faire attention au moins de temps possible pour laisser ces engins de pêche. Ce sont des choses qui étaient vraiment de base, qui étaient vraiment importantes. Et sur le FIBLUES, pour prendre en compte tout cela au moment du lancement, par exemple. Ensuite, oui, tous les navires ou les bateaux de pêche ont des différents systèmes, mais nous sommes allés un pas au-delà et ce pas, c'est un peu, vous voyez sur les schémas, des choses qui sont automatisées. C'est un projet qu'on a nommé Espantaves. Ça dépend de la taille du bateau. Et ce sont des conceptions d'ingénierie qui figurent et qui fonctionnent, qui sont déjà prouvées. Et une question importante sur laquelle on est en train de travailler, c'est sur ces tour lines qu'on est en train
on devrait peut-être changer les couleurs des lacets ou d'autres choses. On ne peut pas seulement développer un projet et l'avoir là. Non, l'amélioration, c'est une amélioration continue qui doit continuer aussi et qu'on doit faire avancer. C'est pour ça que cette évaluation de 5 ans et continue doit continuer. Là, nous avons aussi une preuve pilote avec des dispositifs d'atténuation, celui qu'on a nommé pilote Oscadia. Vous voyez qu'au moment du lancement, pour essayer d'empêcher que l'hameçon cherche une protection totale, là, vous voyez un schéma du lancement pour mettre le hameçon au processus en dessous de la capacité de capture des oiseaux pour qu'ils ne peuvent pas se rapprocher au bateau. Ce sont des questions vraiment importantes et ce sont des améliorations qui nous disent qu'on est vraiment sûr d'aller dans le bon chemin et de continuer à avoir des dispositifs d'amélioration pour avoir une interaction, pour essayer d'arriver à vraiment l'interaction zéro avec les oiseaux. Et bon, le zéro, c'est vraiment difficile d'atteindre, mais c'est ce qu'on cherche, surtout en ce qui concerne la durabilité. Merci beaucoup. Merci, c'est vraiment, je crois que tous ces projets sont vraiment très, très intéressants, tous ces projets qui sont en train d'être réalisés et les efforts de tous les membres des équipages, toutes les flottes, en ce qui concerne. Et maintenant, pour finir, je vais passer la parole à José Manuel Fernandez, secrétaire technique de l'OPP Lugo, du Palangre à la surface. José Manuel. Merci beaucoup, Josune. Si existe una palabra que se repite sistemáticamente. Un mot qui existe et qui se répète de manière systématique en ce moment, qui sert à définir le grand enjeu de la population mondiale de l'humanité en ce moment, ce mot est durabilité sans doute. Nous voulons tous être durables. Nous luttons pour atteindre ce qualificatif, pour avoir cette étiquette, cet autocollant sur toutes les activités, non seulement la pêche, mais toutes les activités. Eh bien, en suivant un peu ces lignes directrices et sur la voie de la politique commune de la pêche et de l'OCM, les membres de FIBLUS voulons également que l'exercice responsable de notre activité de pêche soit reconnu comme l'un des plus durables. Pour cela, nous pensons qu'il est indispensable que notre travail quotidien soit toujours accompagné d'actions sous le parapluie de ce que nous appelons les bonnes pratiques. Et l'importance de ces actions est telle que nous avons considéré qu'elles devaient faire partie de notre projet FeedBlues. Pour mettre cela en place, nous divisons le processus, pour ainsi dire, en deux parties, en deux phases. La première phase est celle de l'analyse, puis ensuite une deuxième phase de mise en place et d'exécution. Qu'allons-nous analyser ou qu'avons-nous analysé dans cette première phase? Eh bien, les caractéristiques de la flotte, c'est-à-dire de quel type de flotte nous parlons. Dans ce cas-là, c'est la palangre de surface. Les réglementations en vigueur actuelles qui gèrent la flotte actuellement, les habitudes de la flotte, l'impact socio-économique, comment cela nous touche, à qui cela va concerner plus spécifiquement. Et ensuite, nous compilons toutes les conduites, toutes les actions mises en place ou réalisées par nos membres d'équipage actuellement.
Une fois que tous ces points sont analysés, nous voyons qu'il est indispensable de renforcer la culture de la responsabilité et la culture des bonnes pratiques, nous compromettre avec la bonne qualité, avec la qualité et l'amélioration continue de notre travail. Et la seule méthodologie, peut-être pas la seule, mais si la plus simple, la plus facile, pour ainsi dire, avec laquelle on peut compter pour y parvenir, n'est autre que la participation, l'implication des acteurs principaux qui sont sans doute les pêcheurs. Lorsque nous passons à la phase suivante, c'est-à-dire la mise en place, qu'allons-nous mettre en place ou qu'avons-nous mis en place? Eh bien, nous mettons en place ce que nous avons appelé les bonnes pratiques qui ont été divisées en 3 grands blocs. Les bonnes pratiques environnementales d'abord, ensuite les bonnes pratiques sociales, puis finalement les bonnes pratiques commerciales. Pour ce qui concerne le premier bloc, les bonnes pratiques environnementales, nous avons fait une division de points qui nous semblaient intéressants, tels que la réduction, la gestion des déchets à bord, c'est-à-dire avoir un plan de déchets, de rejets, d'ordures, l'information et la formation des équipages, le débarquement de ces déchets dans des zones adéquates, autorisées. Et j'insiste sur ce point à propos des zones où, dans les ports, où nous devons débarquer ces déchets qui doivent être des zones localisées, préparées pour ceci. Un autre point de ces bonnes pratiques environnementales est l'optimisation de l'efficacité énergétique ou bien la réduction des émissions des navires. Nous cherchons, dans la mesure du possible, à trouver des énergies alternatives qui viennent à remplacer les énergies actuelles et qui puissent donner les mêmes performances que jusqu'ici. Et puis, le dernier point de cette grande bloc, ce serait la gestion des captures, qui est quelque chose de très important. La gestion des pêcheries, savoir où nous sommes, comment programmer les captures des quotas, et par exemple aussi à quel moment on aura la meilleure rentabilité, éviter et réduire les rejets, éviter les captures non souhaitées, réduire les captures des espèces sensibles ou qui sont protégées d'une manière spéciale et bien sûr aussi la lutte continue contre la pêche illégale et non réglementée. Si nous passons au point suivant, au grand bloc des bonnes pratiques sociales, dans ce cas, nous avons voulu cibler les standards sociaux en respectant ce que la Convention 188 et la recommandation 199 de l'OIT nous dit, c'est-à-dire offrir du travail avec des revenus dignes, fixer et suivre, disons, ce que cette réglementation nous dit à propos de l'âge minimum du travailleur, compter sur un examen médical préalable, systématique, préalablement à l'embarquement, puis ensuite de manière systématique à bord du navire ou intégré dans l'entreprise, compter sur une sécurité sociale adéquate, loger, puis nourrir les travailleurs, respecter les heures de travail et les heures de repos correspondantes, offrir de la sécurité et de la bonne santé au moment du travail, lui donner toute la sécurité si nécessaire à bord, puis ensuite
soulager ou réduire les responsabilités, aussi bien les responsabilités du côté entrepreneur que les responsabilités du côté de l'employé. Puis ensuite, essayer dans la mesure du possible d'améliorer et de chercher ce que l'on ne voit pas souvent, mais c'est la perception, c'est-à-dire essayer de parvenir à la perfection. Et si nous touchons le dernier bloc des bonnes pratiques, ce sont les bonnes pratiques commerciales. Dans ce cas, nous avons voulu faire attention à la sécurité alimentaire accompagné de l'hygiène. Vous comptez sur des conditions à bord du navire adéquates ainsi que des engins de pêche adéquats. Le contact entre les membres et les produits doit être aussi soigné pour que le produit introduit dans la chaîne alimentaire soit bien conservé, soit bien stocké à bord en respectant des mesures hygiéniques et sanitaires indispensables. Puis ensuite, respecter la traçabilité et l'information aux consommateurs à travers l'étiquetage correct et le bon suivi afin de connaître à tout moment la raison ou la période ou l'étape de son produit, du produit capturé dès le début, dès que la prise est à bord du bateau et levée à bord du bateau jusqu'à l'assiette du consommateur final. Puis, en suivant l'analyse que nous avons menée tout au début et en suivant un peu la voie de l'implication, de la participation de nos acteurs principaux dans ce projet, nous misons sur l'atteinte d'un engagement, un compromis où chaque membre mise sur participer à la durabilité, à la responsabilité de garder le milieu dans les meilleures conditions possibles. Un milieu qui est sans doute celui qui va nous garantir une vie digne pour nous, pour nos familles, pour toutes les personnes liées en quelque sorte ou touchées par cette activité professionnelle. Puis finalement, pour garder cette idée vivante et pour renforcer ce devoir acquis, nous avons développé un guide de bonnes pratiques sous la forme d'un livre, ainsi que des fiches de résumé pour une consultation rapide pour les personnes intéressées, pour les utilisateurs, afin qu'ils puissent les utiliser de manière rapide au moment dont ils en auraient besoin. Bien, je vais m'arrêter ici. Merci. Sans doute, tout ce que vous faites est très, très intéressant. Toutes ces présentations mettent en valeur sans doute l'importance du travail en équipe, non seulement pour la pêche, mais la pêche, la commercialisation, etc. Nous poursuivons tous le même objectif. Et moi, en tant que représentante de l'entreprise de commercialisation, nous avons la garantie des choses bien faites. Nous voyons que nous allons dans la bonne voie. Et puis, en plus des OPP de la mer, nous avons d'autres stakeholders, d'autres parties intéressées, entre autres les ONG. Maintenant, le bloc suivant, nous allons compter sur les ONG qui vont venir participer et j'aimerais présenter Pedro Ferreiro, qui est le directeur de la pêche et des marchés chez Sustainable Fisheries Partnership, qui est une ONG indispensable. Il faut dire aussi qu'en 2016, alors que l'NSC n'a pas évolué, nous nous sommes réunis avec Pedro et on lui a dit il faut faire quelque chose parce qu'il faut mettre en valeur tout ce travail fait par ces associations. Et c'est Pedro qui nous a introduit au FIP, qui nous a expliqué ce que c'était, comment il fallait s'organiser. Et suite à cela, en 2018, nous avons mis en place le FIP. Et je dois remercier personnellement Pedro parce que j'ai beaucoup appris de lui.
Et je crois qu'il est important de compter sur des personnes comme lui pour avoir une autre approche de la durabilité. Pedro, vous avez la parole. Bien, tout d'abord, j'aimerais vous remercier tous, surtout pour le projet Fit Plus, pour nous permettre de participer. C'est un voyage vraiment passionnant. Je vais essayer de partager mon écran et lancer la présentation. Et si vous pouvez la voir, on va donc, oui, c'est bon, on va avancer donc. C'est bon, vous la voyez bien correctement? Vous voyez à écran complet, non? Oui, c'est bon. Bien. Eh bien, bon, aujourd'hui, comme c'est un plaisir de collaborer avec vous, et vous m'avez demandé de présenter un peu pour savoir SVP, pour savoir ce qu'on fait, et nous disons que c'est un pilier de base dans ce projet et dans tous les projets d'amélioration de pêche. Tout d'abord, je vais vous parler un peu sur SFP pour savoir qui est SFP et on va voir quelle est notre vision et quelle est notre mission. SFP, nous voulons préserver les ressources marines et les ressources aquatiques des différents écosystèmes pour favoriser que ces activités puissent être durables et favoriser donc une économie responsable. Nous travaillons tous les jours pour que tous les produits de la pêche et de l'aquaculture soient durables. C'est pour ça que notre objectif est d'atteindre que toute la production soit durable, toute la production. Nous sommes une ONG, une organisation non gouvernementale de conservation marine internationale. Nous avons été créés en 2006 et nos engagements sont importants avec différents retailers, différentes parties de la chaîne et nous promouvons des actions pour les différentes pêcheries de pêche, d'aquaculture, garantir des opportunités économiques pour les différentes communautés de pêche, créer des conditions favorables pour que l'industrie soit durable pour atteindre ces améliorations. En plus, ce qu'on fait, c'est important. Il est important de dire que ce qu'on ne fait pas, parce que tout ça, c'est ce qu'on fait, mais nous sommes une organisation un peu différente. Il y a des choses, nous ne faisons pas des campagnes de sensibilisation, nous ne travaillons pas vers la société civile. Et ça, c'est un facteur que je crois qui est vraiment important par rapport à d'autres organisations. Nous travaillons seulement avec la chaîne d'approvisionnement. Et nous croyons que c'est le marché, les entreprises sont le facteur clé pour atteindre tous nos objectifs et garantir et améliorer la durabilité de toutes les pêcheries. C'est pour ça que nous n'imposons pas une politique de durabilité, on veut réduire les risques, mais c'est chacune des entreprises qui doit savoir quel est le risque qu'elle peut réduire. Nous ne sommes pas un programme de co-étiquetage. Notre stratégie donc pour le changement, notre stratégie pour changer, c'est essayer de mobiliser des améliorations le plus rapidement possible partout. Et pourquoi? C'est parce que si la durabilité est la norme des différentes pêcheries, qui n'ont pas un cadre concernant la durabilité ou pas, ces pêcheries, ces entreprises vont être dirigées vers tout cela et en créant de la capacité et un leadership aussi vers la conservation. C'est pour ça que SFP a été un des premiers leaders de durabilité du mouvement de la pêche. Et
il s'agit aussi d'un point fort en ce qui concerne les produits de la mer durables de la chaîne d'aménagement. Et là, vous pouvez avoir un tableau, une graphique sur les différents stocks associés. Et vous voyez qu'il y a un modèle pour travailler dans les différentes pêcheries. Nous participons avec plus de 30 partenaires, 30 entreprises, et nous utilisons aussi toute une série de plateformes. Nous en avons plus de 10 et aussi des entreprises avec des intérêts communs pour promouvoir des améliorations d'approvisionnement. Différentes entreprises de la chaîne d'approvisionnement et différents partenaires que vous voyez ici sur l'écran. Il y a des entreprises importantes, des entreprises très connues et des entreprises Walt Disney, par exemple, mais aussi des entreprises de grande distribution et fournisseurs d'approvisionnement. En ce qui concerne Fishery Progress, qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est Fishery Progress? Fishery Progress, c'est une initiative tenue par une autre ONG qui s'appelle Fish Choice, une organisation non gouvernementale des États-Unis. Et au fur et à mesure que le nombre de projets d'amélioration a augmenté, nous avions besoin d'une façon plus facile à accéder à des informations cohérentes et faciles et croyables aussi. C'est pour ça qu'à partir de 2016, on a résolu ce problème et c'est un site web qui donne une grande et large information mondiale, internationale, et qui nous offre aussi une photo, une instantanée, pour participer des différentes évidences de tous ces projets, des différents projets et de toutes ces. C'est un peu comme une fenêtre unique pour pouvoir voir quelle est la progression et c'est aussi une plateforme qui fait le suivi de tous ces projets. Ça fait que ce suivi soit vraiment plus croyable pour les entreprises. Alors, Fishery Progress, et qu'est-ce qu'on fait de différent? En plus d'être vraiment différent pour montrer à toutes ces entreprises c'est un groupe de différents acteurs qui travaillent pour ces actions de pêche et qui nous permettent de faire un suivi et un monitoring de tout cela. Tous ces projets d'amélioration des différentes pêcheries et de pêche doivent informer chaque 6 mois les différentes progressions. Les différents progrès sont mesurés avec les mêmes indicateurs. Fishery Progress tous les membres peuvent utiliser et accéder à tous ces projets, ces travaux. Et les personnes qui travaillent, des FIP qui partagent ces informations peuvent sont ceux qui partagent les informations. Comment est-ce qu'on peut mesurer donc la progression?
l'évolution et la ponctuation de différentes pêcheries à différents indicateurs tout au long du temps. Et c'est un peu comme cela. Et c'est comme ça qu'on peut voir, par exemple, un exemple d'un projet, on peut voir l'évolution et avec différents indicateurs. En rouge, c'était plutôt avec des problèmes concernant MSC, par exemple. Et tout au long des années, ça a changé, ça a évolué vers l'orange et même vers le vert, avec peut-être un processus de certification dans le cas. Alors, à Fishery Progress, ce qui est vraiment très important pour nous, c'est avoir une grande transparence parce que les améliorations peuvent être importantes si on peut voir les informations plus importantes de tous ces projets, de tout ce projet. Et ça, c'est un peu le point clé, disons, que les évidences, que toutes ces évidences puissent être à disposition publique et sur la plateforme et qu'on puisse accéder au profil d'un des projets et voir les différentes actions qui ont été menées pour atteindre et pour réussir à changer d'une situation vers l'autre, pour améliorer. Là, par exemple, j'ai ajouté aussi le composant social parce que Fishery Progress inclut aussi un composant social avec des indicateurs pour mesurer aussi la partie sociale de la pêche. En ce qui concerne cette évaluation des différentes pêcheries de Fishery Progress, qui réalise ces évaluations? Il y a un programme d'évaluation de FIPS qui définit et évalue les différents progrès des différents projets qui ajoutent toutes les informations. Il y a six parties. La partie 1 et 2, c'est le développement et la structure. La mise en place, c'est le 3. Et les améliorations 4 et 5. L'amélioration en ce qui concerne les politiques et aussi les résultats en ce qui concerne la population de poissons. Et c'est donc quelque chose qui est volontaire. Et c'est pour ça que l'objectif, c'est d'atteindre tous ces points. En ce qui concerne l'évaluation des projets d'amélioration, et se transforme en un retail qui nous favorise les projets d'amélioration qui donnent les résultats des différents engagements auxquels ils se sont engagés. Il y a des points de référence temporaires pour voir l'amélioration d'une pêcherie. Et ensuite, il y a une lettre de ponctuation, A qui est un progrès exceptionnel et E qui est un progrès négligeable. Lorsque on est en train de soutenir un projet d'amélioration, ce projet va être ABC. ABC, normalement, sont ceux qui sont appropriés et les acheteurs n'ont pas de problème à fournir toutes ces données. Cette méthodologie, donc, est la partie principale, la façon principale utilisée par les projets d'amélioration de fiches de notre organisation. Et pour finir, moi, je voulais dire que FibBlues est un exemple vraiment très clair de la façon de reconnaître que toutes ces pêcheries et qui demandent, pour toutes les personnes qui demandent cette reconnaissance, et qu'il faut continuer à travailler pour atteindre tous ces objectifs. Et juste avant de finir, j'aimerais
vous dire un peu, laisser là une réflexion parce que j'aimerais bien que tout le monde se pose la question concernant qu'est-ce qui se passe avec l'espadon, le requin bleu, si le comportement de toutes les flottes, de toutes les pêcheries suivent les recommandations de FIBLUES. Qu'est-ce qui se passerait? C'est pour ça que pour moi, je crois que c'est un point de réflexion important que je peux laisser là, parce que ce n'est pas la même chose avoir un comportement d'une façon et un comportement d'autre. Je crois que c'est un comportement prudent et c'est quelque chose qui nous donne beaucoup d'envie et on veut que ce soit comme ça pour avancer dans ce sens vers cette durabilité. Merci Pedro. Comme d'habitude, cette intervention était comme d'habitude très intéressante. J'imagine que les personnes membres de la sous-commission 4 de l'ICAT pensent la même chose. Merci beaucoup pour nous accompagner dans tout ce travail depuis 2016 et nous avons encore devant nous plusieurs années. Nous espérons que tu continueras avec nous pour nous soutenir et nous guider. Et maintenant, nous allons mettre une autre vidéo d'autres ONG qui vont participer avec cette vidéo. Nous avons donc Pablo Carrera Lopez qui va parler, María Parga Lopez, Roger Manager, d'une entité qui travaille pour la conservation de la biodiversité maritime pour atteindre une utilisation durable du milieu marin. Et Alessandre Rodriguez va parler aussi, directeur du Conseil consultatif de flotte de longue distance. La flotte de palangres de surface et ma relation avec est très ancienne. Nous commençons à collaborer dans des programmes d'observateurs dans les années 80. Depuis, cela nous a servi à mettre en place deux phases principales, le comportement de la flotte, mais surtout atteindre des données très nécessaires et spécialement un index qui était indispensable pour nous, qui était les captures par unité d'effort, c'est-à-dire le rapport entre la capture du bateau et l'effort de ce bateau. C'est une mesure directe de ce que représente la taille d'une population d'un stock. Cela se fait toujours avec ce type d'index. À partir de là, ce qui était bien, c'est qu'il y a eu une interaction entre la flotte et donc nous avons pris beaucoup plus d'informations de la flotte. Cette information, en plus de cet index, nous a donné aussi énormément d'informations biologiques, puis finalement cela a servi à favoriser les bonnes campagnes pour marquer surtout des espèces de grande taille comme les tonidés ou les requins, car cela nous montre aussi un autre taux que l'on peut voir de mouvement, d'effort et le taux que cela encadre. En principe, il faut voir que pour ce qui concerne la pêche, il faut toujours atteindre une bonne durabilité, mais aussi voir un peu la durabilité lorsque nous parlons de la pêche du point de vue biologique. Nous parlons d'une ressource, une ressource qui peut finir et où le taux de renouvellement ne va pas dépendre de ce que nous allons semer, mais de la capacité intrinsèque des populations, des stocks de pouvoir s'auto-régénérer. Et donc, toutes les mesures prises pour que cette flotte s'organise et que les pêcheurs prennent conscience de ce besoin est bonne. Mais si en plus nous parlons de la pêche à une utilité commerciale, tout ce qui sera regroupé pour créer une valeur ajoutée sera beaucoup meilleur, car souvent le consommateur va choisir entre une espèce et autre, entre une ressource et autre, en fonction de la charge additionnelle que nous allons mettre. Si la valeur ajoutée est de consommation à une époque où les gens sont de plus en plus conscienciés des ressources, ce sera beaucoup mieux. Et donc, ces initiatives sont très bonnes
parce que cela fait que le secteur travaille ensemble. Et nous parlons toujours du fait que les pêcheurs étaient très romantiques, disons, chacun faisait son travail à sa place, mais ici, il s'agit de faire une collectivité, chacun depuis son entreprise, mais toujours avec des intérêts communs. Et si ces intérêts communs font que le produit prenne une plus grande valeur ajoutée, ce sera encore mieux. Et comme résultat de cela, si en plus nous sommes capables de rendre beaucoup plus durable la capture, ce sera encore beaucoup mieux. Ma spécialisation est la clinique de tortues marines, les captures accidentelles et surtout je travaille avec des pêcheurs de tout type du monde entier pour essayer de réduire la capture accidentelle de tortues et pour essayer d'améliorer la survie des tortues capturées. Ce qui est bien dans Palangre, c'est que presque toutes les tortues sortent vivantes et les pêcheurs les reçoivent vivantes. Et donc, il y a une grande marge d'action. Les pêcheurs peuvent faire beaucoup de choses pour parvenir à réanimer la tortue, éliminer les hameçons, faire en sorte que la tortue soit vivante et qu'il vive toujours. Il est donc important de leur donner les outils pour savoir que faire. Ce n'est pas facile de travailler avec une tortue. Elles mordent, elles sont dangereuses. Et donc, ce n'est pas seulement de leur dire sauver les tortues, mais il faut leur expliquer comment le faire et quelle est la meilleure façon aussi pour eux, et non seulement pour les tortues. Ce n'est pas très important, c'est, disons, indispensable. Il ne faut pas obliger, mais je pense que peu à peu, ce sera plus nécessaire d'avoir des initiatives de ce type. Ils sont pionniers de ce point de vue. Ce sont les propres pêcheurs qui ont voulu avancer dans ce sens-là, améliorer leur travail avec les captures accidentelles des tortues. Ils pouvaient décider de ne pas les aider, mais eux, ils ont décidé de le faire. Les ateliers que nous offrons ici servent à donner les outils aux pêcheurs pour savoir comment travailler avec les tortues qui reçoivent de manière accidentelle dans les engins pour améliorer la probabilité de survie de ces animaux. Bonjour, je suis Alexander Rodriguez. Je suis le secrétaire général du Conseil consultatif de la flotte communautaire de longue distance de l'Union européenne, LDAC. Et je voulais remercier les organisateurs de m'avoir invité à partager des réflexions de ce travail de l'EDAC. Nous sommes fiers de compter sur tous les associés, les membres qui font partie des OPP de FIPBLUS, aussi bien Orpagu que Promar, OPP 07 Lugo et Arvi OPC 03. Et tout simplement, je voulais indiquer que la flotte de palangres de surface est l'une des plus actives et l'une des organisations qui a le plus souffert ces dernières années. Ce sont des pêcheries qui sont un exemple en ce qui concerne les initiatives en matière de durabilité environnementale et sociale. Et depuis LDAC, nous soutenons cela à travers des avis et nous pensons que cette initiative est très positive de mettre en place un projet d'amélioration des pêcheries, un FIP, donc avec un plan de stratégie jusqu'en 2024. Pour vous expliquer un peu plus rapidement le travail que nous avons fait au sein de l'IDAC, nous avons émis des avis en préparation auprès des ORP, en particulier de l'ICAT. En principe, nous coïncidons en une grande majorité avec les initiatives proposées depuis le secteur au niveau de augmentation de la couverture d'observateurs à bord des bateaux avec plus de 5%, qui est plus de 5% obligatoire. Et aussi pour ce qui concerne la transparence et l'adoption de mesures à caractère volontaire de limitation de capture, éviter les captures de juvéniles, des agrégations dans des zones où l'on peut mettre en place des arrêts spatio-temporaires. Dans ce secteur,
secteur, il faut dire aussi que les captures se sont réduites de manière significative, surtout pour certains types de requins, avec plus de 40% depuis 2017. Et aussi, nous avons mis en place avec les observateurs des mesures de soulagement de bycatch et des captures accessoires telles que le dispositif Orpago qui ont été développés par Sauver les tortues et surtout les initiatives que nous avons soutenues et à travers ces avis, nous voulons qu'il y ait une plus grande coordination entre les flux de données. Nous observons que dans certains pays comme le Cap-Vert, par exemple, la flotte de palangres qui pêche ici offre énormément de données, compile énormément de données à travers les observateurs scientifiques, mais cela ne se reflète pas nécessairement sur la qualité des avis que l'on obtient ensuite. Et donc, nous pensons qu'il y a une certaine, peut-être pas duplicité, mais si une distorsion vis-à-vis des envois de données qui n'est pas le même, qui n'est pas toujours la faute des opérateurs, mais plutôt des autorités qui reçoivent les données de différents formats, que ce soit papier, logbooks ou électronique. Donc, ce projet Farfetch, dont le LDAC est membre, cherche aussi à mettre en place des protocoles d'harmonisation de l'envoi de ces données pour améliorer leur qualité et la coordination entre les différentes autorités. Et finalement, j'aimerais aussi tout simplement insister sur le fait que depuis que chez LDAC, nous sommes très compromis, très engagés à travailler avec les organisations de flotte d'extraction, membres de FIB Blues, pour améliorer la gestion de la durabilité de ces pêcheries. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. J'espère qu'avec cette vidéo, toutes ces informations qu'on a vues, on a vu le travail d'autres stakeholders sont très importants aussi pour le programme global. Et maintenant, nous sommes déjà au dernier point de cet événement, de ce webinaire. On va lire des conclusions de tout ce qui a été présenté. Après, on peut faire un tour de questions. Ou par le chat ou poser les questions, les différentes questions à toutes les personnes qui sont ici à cette table. Alors, après, nous avons élaboré une espèce de résumé de tout ce qui est arrivé à ce webinaire et qui va enrichir ce débat. FIBLUES est une initiative très forte en ce qui concerne le niveau international, en ce qui concerne aussi le pourcentage de flottes touchées dans le secteur de requins bleus et d'espadons. C'est pour ça que c'est un consortium très important à niveau national et régional, mais aussi des entités à niveau international et aussi du secteur de la pêche, comme des organisations aussi non gouvernementales. Le secteur de la palangre à surface est vraiment très impliqué dans la durabilité des pêcheries à long et moyen terme et pour la gestion et atteindre une pêche durable. Le secteur de commercialisation et de transformation qui participe au FIP se trouve aussi vraiment très participe de façon très importante dans le secteur, avec le secteur de production. C'est pour ça qu'on arrive avec différents produits de pêche durable et qui proposent des initiatives importantes qui permettent que FIBLUES atteigne son objectif. FIBLUES, donc, est un exemple de durabilité à niveau mondial. Et il y a aussi d'autres FIP, d'espadons et de requins bleus. Et nous espérons aussi collaborer avec eux parce que, comme Pedro a dit, toutes ces activités doivent être mises en place dans tous les océans, partout, dans tous les pays. C'est pour ça qu'à partir de là, maintenant, je vais ouvrir le tour de parole. Et je ne sais pas s'il y a des questions, vous me dites. Il y a quelqu'un
ici à table sur cette table qui veut parler quelque chose concernant la vidéo de Pedro? Oui, moi j'aimerais bien exposer en plus des informations qui ne sont peut-être pas connues, mais concernant, comme nous avons des flottes dans différentes organisations régionales de pêche partout dans le monde, nous croyons que c'est un processus qui doit être vraiment très sérieux et qui doit être mené pas à pas. Et comme un entraîneur de football qui disait match à match, match après match, ben je crois qu'on doit le faire de cette façon-là dans l'océan Atlantique, mais après, les pas suivants doivent être dans l'océan Indien et aussi le Pacifique. Et mais pour cette première phase, nous croyons que les améliorations sont bonnes et ce sont des améliorations qui sont sur l'Atlantique, mais tous ces processus bénéficient aussi les autres zones de pêche parce que notre flotte participe partout et nos armateurs sont communs. Et ensuite, à la fin, le processus est un processus qui va toucher toutes les zones. Et aussi, mais c'est pour ça que je crois que c'est important que ça touche aussi d'autres zones. Oui, moi, pour répondre un peu à la question ou réflexion de Pedro Ferreiro concernant quel est le comportement de la flotte, moi, je crois que je veux parler de notre flotte, l'européenne aussi, et aussi la flotte d'autres pays. La partie jolie, c'est qu'il y a chaque fois plus d'implications concernant des flottes communautaires. Oui, c'est vrai que les générations sont chaque fois plus jeunes et les jeunes sont chaque fois plus conscients de l'implication directe sur la ressource et le comportement est vraiment exemplaire. La partie qui n'est pas si jolie, c'est qu'ils reçoivent une grande démotivation parce qu'ils voient que leurs efforts qu'ils font de façon locale n'ont pas les mêmes fruits parce que ce n'est pas dans la mise en place d'autres flottes. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire le travail, mais par rapport à certaines décisions législatives et parties économiques et sociales aussi de la pêcherie. Et c'est pour ça que nous croyons que c'est important que tout cela touche aussi d'autres flottes, d'autres pays, parce que c'est une façon qui n'a pas vraiment de sens seulement à rester ici. José Manuel, tu veux ajouter quelque chose? Bon, j'aimerais bien remercier Pedro son soutien. Depuis le début, c'est un processus qui est continu dans le temps et qui augmente chaque fois les différentes améliorations que nous faisons. Et je voudrais aussi ajouter par rapport à ce que Juan a dit que c'est vraiment très important réaliser toutes ces actions et mettre en place ces actions parce que c'est quelque chose qui est difficile, disons. Les équipages, les membres des équipages, les flottes doivent assumer des responsabilités et c'est pour ça que nous voulons, notre désir, c'est que tout cela touche d'autres flottes, d'autres zones. Mais jusqu'à présent, c'est vrai que ce n'est pas encore, on ne voit pas le fruit de toutes ces choses-là partout. Nous sommes donc encore dans la phase d'amélioration des pêcheries et les autorités, l'ICCAT, les scientifiques. Nous voulons dire qu'il y a un effort, mais cet effort doit se traduire sur quelque chose de positif et sur les flottes. Je crois qu'il y a une question, donc. Oui, il y a une question. On demande sur les données d'observation. La flotte, qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Et aussi,
quelqu'un de Digimari nous demande la disponibilité de toutes ces données. S'il te plaît, enlève le masque parce que sinon, non, je répète. Et on nous pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les données d'observation de pêche? Et Xavier Pasquet de Digimare et nous demande sur la disponibilité de toutes ces données. Oui, bon, les données sont à disposition de l'administration de la pêche espagnole et l'Institut espagnol d'océanographie, parce que nous croyons que ce sont des données qu'il faut favoriser, qui peuvent favoriser les informations des scientifiques, spécialement en ce qui concerne certaines espèces, ces poissons, ces espèces et aussi d'autres espèces parce que la base de données de l'ICAT qui existe concernant le requin bleu et l'espadon. C'est une base de données très importante, mais vraiment tout ce qui est important, tout ce qui est favorisé, les données, c'est vraiment quelque chose d'important. Et renforcer toutes ces données, l'information, c'est l'IAO et l'administration espagnole aussi. D'autres questions? Sur le marché, la mise en marche de FIP+. Bon, c'est une question importante parce que pour accéder à certains marchés, avec l'espadon, par exemple, on a besoin d'avoir un degré de durabilité qu'on doit montrer. Comme par exemple, pour entrer dans le marché des États-Unis américains et aussi en Europe, et pour mettre aussi en valeur tout le travail qui est en train d'être exécuté par les organisations de production de la palangre de surface, et aussi pour d'autres pays étrangers aussi. Quelqu'un va poser la question de Digimare? Bonjour. Bonjour. Moi, je suis chez moi et je ne me suis pas rasée, disons. Mais j'aimerais bien vous poser une question parce que quand je posais la question sur la disponibilité des données, ce n'était pas seulement pourquoi les données mettent autant de temps à être processées, être soumises à un processus, parce que l'administration espagnole donne les données aux observateurs. Par exemple, elles ne sont peut-être pas au panel 4, mais je crois que ce sont des données très, très intéressantes en ce qui concerne le requin bleu et d'autres espèces aussi concernant la récupération. C'est pour ça que ma question, moi j'ai bien compris la réponse dans le sens que les données sont disponibles, mais je crois que ces données on devait plutôt coordonner d'une certaine façon pour que ces données puissent être disponibles de façon plus rapide et que tout le monde puisse voir ces données, par exemple les comités scientifiques d'ICAT. Mais rien de plus. Merci beaucoup et bon après-midi. Oui, un commentaire par rapport à ce que Javier vient de nous dire, c'est que notre partie, la partie du secteur, on arrive jusque-là, disons, et à partir de là, il y a une partie importante de la part du secrétariat de pêche. C'est pour ça qu'il y a une convention signée entre le secrétariat et ce n'est pas facile parce que c'est une grande quantité de données brutes qui doivent et après, ça correspond plutôt au secrétariat de pêche de faire une espèce de filtrer ces informations, ces données pour manipuler beaucoup mieux ces données. Et après, il y a aussi une partie importante et fondamentale, c'est la Commission européenne de toutes ces données et ces organisations régionales de pêche.
Ce premier travail est assez avancé, mais oui, c'est fondamental. Continuer avec cela. Et je crois qu'il est chaque fois plus en marche. De notre côté, on va parler avec le secrétariat de pêche pour essayer d'accélérer un peu ce traitement de données et le partage de données avec à tous les agents. Oui, d'autres questions? Oui, on nous demande sur le chat si c'est possible de faire une différence sur le marché entre les armateurs ou les pêcheurs qui sont sur FIPLUS ou pas. Non, pour l'instant, aucune entreprise est en train de marquer le poisson avec le logo FIPLUS comme une marque sur l'étiquetage pour montrer cette durabilité, disons. Mais nous sommes en train de travailler sur cela et nous voulons que pour la prochaine séance, le prochain webinaire, on pourrait peut-être avancer dans ce sens. Une autre question aussi sur le chat, on nous demande comment est-ce que les membres des équipages et les armateurs intègrent tous ces concepts de bonnes pratiques, de dispositifs et qu'ils ont dû mettre en place et exécuter. Oui, moi je crois que tout d'abord, on doit dire que le degré de mise en place et d'exécution des bonnes pratiques à bord de nos navires, de nos bateaux de pêche est important. Nous sommes en train de faire un renforcement, de renforcer toutes ces bonnes pratiques qui doivent être menées et exécutées, mais il y a aussi de nombreuses bonnes pratiques qui sont déjà mises en place depuis longtemps. C'est pour ça qu'ils pensent de façon positive et qu'il faut toujours parier sur cette mise en place et cette réalisation de bonnes pratiques et de participer à toutes ces réglementations. Et aussi, il faut penser toujours de façon positive parce que sinon, pour l'instant, nous avons des entreprises, des bateaux de pêche, des membres d'équipage, des pêcheurs qui intègrent facilement cette pensée et travaillent vers la durabilité. D'autres questions? Je ne sais pas si quelqu'un veut poser d'autres questions. Quelqu'un va en... Bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est possible d'intervenir là? Sí, por favor, adelante. Sí, hola, buenos días. Bon, moi aussi, je suis à la maison parce que c'est l'anniversaire de notre indépendance en Algérie, donc je suis à la maison. Et donc, par la même occasion, je souhaiterais remercier tout le monde pour la masse de travail et d'informations qui ont été mises à votre disposition. C'est énorme parce que nous avons énormément de difficultés de par le caractère artisanal de la pêcherie en Algérie, en Méditerranée et qui est active exclusivement dans la zone côtière. Donc, nous avons des difficultés à faire embarquer des observateurs, mais on a mis en place un système de sensibilisation qui, plus ou moins, fonctionne, d'accord? Surtout par rapport aux tortues et aux oiseaux de mer. S'agissant des requins, nous n'avons pas toutes les espèces de requins en Algérie. Donc, il y a quand même tout un travail scientifique pour faire tout un document pour répertorier les espèces et faire une reconnaissance. Et voilà, donc j'espère pouvoir contribuer. Nous sommes dans le panel 4, nous allons discuter de beaucoup de choses par rapport à tout ça et je vous remercie. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Donc, il nous semble très important d'avoir de l'information, non seulement de la flotte industrielle et comme FIPLUS, mais aussi compter sur les flottes artisanales, les États côtiers qui à un niveau qui puisse être adapté à leurs propres caractéristiques, puissent mettre en place ces projets d'amélioration. Pour ce qui concerne les observateurs, nous savons que c'est un sujet difficile, la prise de conscience est difficile, mais nous pensons qu'en général, l'évolution de l'opinion publique, de la durabilité et de tout le futur de la pêche sera basée sur les points tels que nous avons exposés, surtout tels que par exemple les améliorations dans l'atténuation des pêches d'espèces telles que les tortues ou autres espèces sensibles. Et surtout, le travail des observateurs est un point très important. Encore une chose importante qui nous paraît indispensable dans tout cet ensemble, il faudrait s'articuler pour que la pêche de palangre soit de plus en plus durable. Et c'est que depuis les administrations puissent reconnaître les efforts du secteur, aussi bien dans des niveaux que dans d'autres. Par exemple, c'est un peu comme la flotte de palangre espagnole. En 2010, on a parvenu à l'accord avec l'administration pour que 2 espèces concrètes de requins puissent être considérées comme des espèces qui n'avaient pas à être capturées. Bruxelles a lancé cela, ICAT et à d'autres organisations de pêche. Et cette idée fait partie de nous peu à peu. Mais j'insiste, l'action des flottes artisanales est très importante et nous sommes enchantés de pouvoir collaborer avec qui que ce soit pour pouvoir appuyer, soutenir ce travail. Oui, oui, moi aussi, je voudrais ajouter pour compléter ce qui vient d'être dit vis-à-vis de la représentante d'Algérie. Je crois que les gérants ici, nous avons un rôle important à jouer. Et donc, il est important aussi que les pêcheurs voient en quelque sorte leurs efforts, parce que si cela ne concerne que leur poche et ne touche socialement que les entreprises, et il n'y a aucune autre chose, cette prise de conscience est difficile. Aujourd'hui, il y a des outils électroniques qui peuvent nous permettre d'une façon plus facile d'aider sans avoir autant de préjudice avec la présence physique à bord, surtout quand il y a un manque de place à bord. Mais il est important que depuis les administrations, on prenne conscience de cet effort et je pense que c'est la seule façon de parvenir à cette implication de la part des pêcheurs. Merci. On nous demande, vous en avez parlé tout à l'heure rapidement, Yoshun, mais on nous demande quel autre type de requins il y a au niveau mondial. Par exemple, on a le thon rouge qui est organisé par une organisation du Japon qui est venue nous visiter plusieurs fois. On leur expliquait ce que nous faisions et maintenant ils ont aussi ce mouvement. Il y avait aussi un autre mouvement au Brésil, au Mexique, mais la dernière révision que j'ai faite, ils étaient ils ne travaillaient plus. Mais il est important, en tout cas, c'est ce que nous disons maintenant, cette activité n'est pas uniquement pour la flotte espagnole, portugaise ou européenne. Les autres flottes doivent aussi se rendre compte que la durabilité de ces espaces n'est pas seulement dans les mains de la flotte européenne, mais dans les mains de toute la flotte qui participe à la pêche de palangre de surface. Et ceci, comme on dit, peu à peu, mais tout le monde doit participer à maintenir la durabilité de ces espèces. Oui, je voulais tout simplement ajouter que lorsque le contact et la participation viennent
en aval et non pas en amont, c'est-à-dire du contact entre pêcheurs, comme l'exemple que l'on donnait du Japon avec l'Espagne, malgré la distance. On a énormément de choses aussi semblables en matière de culture, de tradition de pêche et le contact direct entre la culture, les pêcheurs et avec le temps et la collaboration. Cela a fait que chacun de nous, dans nos différents pays, eh bien, nous prenions conscience de cela et nous sommes conscients que les résultats commencent à être importants. Bien, Senuma, l'association est en Fishery Progress depuis fin mars. Et c'est quelque chose de positif aussi par rapport à ce que vous étiez en train de dire. Bien, on va le placer sur les favoris alors, pour reprendre ce que l'on disait. Oui. Dans le chat, on nous demande, on nous dit aussi que mettre en valeur la connaissance des pêcheurs est quelque chose que l'on souligne depuis l'ICCAT, l'Union européenne, mais que il y a eu peu de façons mises en place pour souligner leur importance. C'est quelque chose que le FIP Blues est en train de reprendre, n'est-ce pas? Oui, nous avons un biologiste qui travaille full-time avec nous, pour coordonner les conditions de Fishery Progress, les rapports qu'il faut envoyer, tous les progrès. Et cette dernière année, il a fait des formations pour les capitaines de bateaux pour leur montrer quels sont les objectifs de FIP-Blue, ce que nous voulons faire. Et il a travaillé aussi avec ses armateurs, avec ses capitaines de pêche pour voir comment obtenir de meilleures données. Par exemple, voir un peu ce qui se passe à bord des bateaux, en plus de l'observation électronique. Tout le monde fait partie de cela et c'est important que la communication ne soit pas uniquement en amont, en aval, mais aussi en amont. Dans le chat, est-ce qu'il y a la prévision de mettre en place d'autres initiatives pour faire connaître ces initiatives aux consommateurs? Oui, c'est un peu ce que l'on a dit. Cette démarche a été la première et nous pensons qu'il faut encore continuer à faire beaucoup de travail. En ce moment, on travaille énormément à bord des bateaux et on a commencé à travailler aussi du côté commercial. Mais maintenant, il faut voir le côté social. On va mettre en place, on va développer un autre événement. On va voir quand est-ce qu'on pourra le faire. On espère pouvoir toucher la grande distribution et ses partenaires pour présenter FIP-Blue à toute la distribution et peut-être aussi la présenter aux consommateurs. Je pense qu'il est très important car souvent les consommateurs ont une approche un peu différente de ce que l'on fait et vous pourriez voir la surprise des consommateurs quand ils voient tout ce qui se fait à bord des bateaux, comment on pêche et on protège les espèces maritimes, les oiseaux et comment on protège aussi un milieu de travail digne pour les pêcheurs. Oui, l'une des protagonistes des vidéos nous dit aussi, Marie-Luz, elle nous dit que la flotte de palans de surface du Pacifique en Costa Rica est aussi un FIP. Je ne sais pas si vous le connaissez actuellement. Oui, on va voir dans le Fishery Progress, on va faire une évaluation. Oui, c'est un FIP encouragé par le projet PNUD, le programme pour le développement des Nations Unies de Value Commodities, qui reprend une partie de ce projet. Et cela est pensé pour 3 espèces de grands pélagiques, pour l'espadon, pour le mahi-mahi et pour le thon dauphin.
Vous l'avez aussi sur le chat. Aussi, vous avez les liens pour les deux FIP. Vous avez le FIP Japon et le FIP de Costa Rica. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y a plus de questions. Alors, bien, on va faire la clôture de cet événement. Je voudrais remercier tous les participants de leur présence. Nous espérons que cet événement a été informatif et aura été intéressant. C'est notre première démarche, faire connaître notre FIBLUS, et nous espérons dans le futur de pouvoir vous informer à propos des avancées de ce projet du point de vue de la commercialisation, la grande distribution, le consommateur. Et puis, vous serez tenus au courant. Merci beaucoup de votre participation et à bientôt.